mes travaux concernent essentiellement l'étude des éléments mobiles, des génomes, et en particulier du rétrotransposon L1 chez le génome humain. Donc, les séquences répétées ont longtemps été quelque chose de très compliqué pour toutes les personnes qui faisaient des omics, parce que ce sont des séquences répétées, donc c'est toujours très difficile de les annoter et de savoir d'où elles proviennent lorsqu'on observe, où elles se trouvent dans le génome lorsqu'on les étudie. Et donc, j'ai fait mes études, je fais mes études. Je vais remercier d'abord l'ensemble de l'équipe, comme ça je n'oublierai pas à la fin. C'est l'ensemble de l'équipe de Thérèse Com, qui se trouve au centre ici de la photo. Je vais mettre un petit pointeur rouge, peut-être. Ouais, je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Pardon. Voilà, Thérèse et différents membres du groupe. Donc, Benoît Guibert à gauche, qui est un pur produit du Master Bioinfo de Montpellier et qui a tellement aimé ça qu'il est resté dans notre équipe. Anthony Bourreux, maître de conférence à Montpellier. Chloé Bessière, qui était postdoc, elle vient de nous quitter pour aller faire un deuxième postdoc à Toulouse. Moi-même et Florence Rufflet, qui est ingénieure aussi dans l'équipe. Donc, mes travaux concernent les séquences répétées. Donc, dans les années 50, en fait, il y avait une idée assez simple, peut-être un peu simpliste même au départ, qui était de considérer que la taille des génomes était en relation avec la complexité et en fait, elle devait refléter aussi le nombre de gènes. Mais comme vous le voyez sur la partie gauche, dans un groupe phylogénique, en fait, on s'est rapidement aperçu que la taille d'un génome, sa masse, en fait, était largement variable, facteur 10, voire 100, ou même même phylogénie, et donc que les gènes, vraisemblablement, ne contribuaient pas à la complexité et à la taille des génomes. Mais en fait, sur le graphe de droite, on peut voir en suivant les points blancs que la contribution en fait, des gènes sur la taille des génomes décroît en fonction de la taille des gènes et qu'en revanche, à l'inverse, la contribution des séquences répétées pour la taille des génomes augmente. Et donc, en fait, on s'est vite aperçu qu'effectivement, les génomes étaient constitués de séquences répétées de type élément transposable. Ici, sur cette diapositive, vous avez différents génomes. Des génomes modèles comme Arabidopsis, où à peu près 10% de la masse génomique est constituée de séquences répétées. La drosophile, c'est 15 à 20%. Chez les bactéries, par contre, il y a très peu, mais il en existe quand même, des séquences répétées. En fait, dans tous les organismes, il existe des séquences répétées. Chez l'homme, les séquences répétées constituent à peu près 50% des génomes, mais cette proportion peut aller, par exemple, chez le mélique, jusqu'à 80%. Donc, c'est effectivement une part conséquente et contribuant largement en fait, à la complexité et à la variabilité des génomes. Donc, sur cette diapositive, vous voyez différentes couleurs. En fait, ce sont les différents types d'éléments mobiles qui ont été caractérisés. Donc, il existe deux grandes classes principales de séquences répétées, les classes 1 et les classes 2. Historiquement, en fait, c'est les classes 2 qui ont été découvertes en premier par Barbara McClintock dans le génome du maïs. Et ce sont des éléments mobiles ADN transposons qui utilisent un mécanisme dit de couper-coller lors de leur mobilisation au sein du génome. Fait une copie située à un loci du génome s'excise de ce loci et va intégrer le génome quelque part ailleurs. On dit que ce mécanisme est non réplicatif, car en effet, on part d'une copie et après mobilisation, il y a toujours une seule copie, même si elle a un endroit différent. Malgré tout, ce type d'amplification, ce type d'éléments mobiles peuvent s'amplifier, notamment en utilisant les propriétés de la réplication cellulaire pour s'amplifier. Le deuxième groupe qui m'intéresse plus particulièrement, c'est le groupe des classes 1, qui sont les rétrotransposons. Alors, eux utilisent un mécanisme dit de copier-coller. En fait, une copie située à un loci génomique va être transcrite. Cet ARN va être ensuite reverse transcrit et ce cDNA va ensuite réintégrer le génome à un autre loci. Donc, à partir d'une copie, après un cycle de mobilisation, il existe deux copies. Donc, ce mécanisme est réplicatif. Donc, chez les rétrotransposons, il y a trois grandes catégories. Les rétrotransposons ALPR, qui ressemblent aux rétrovirus. Les LINE pour Long Interspace Nuclear Element et les SINE pour Short Interspace Element.
Les signes étant en fait des petits transcrits, des petits éléments d'environ 300 à 500 paires de base et qui utilisent la machinerie de rétrotransposition des éléments line pour se mobiliser. Donc, revenons chez l'homme. Chez l'homme, il existe donc à peu près 50% de notre génome est constitué de ces séquences répétées. Et il existe les différentes catégories d'éléments mobiles, mais principalement les rétrotransposons. Et comme vous pouvez le voir, parmi ces rétrotransposons, la quantité majoritaire sont les lines, et notamment l'élément L1 qui m'intéresse particulièrement, qui à lui seul constitue 17%. Cet élément L1 est aussi responsable de la mobilisation des éléments signes, comme je vous l'ai dit, notamment la séquence ALU de notre génome, qui lui constitue à peu près 11% de mon génome. Donc L1, en tant que tel, correspond pratiquement à un tiers de notre patrimoine génétique. Et c'est le mécanisme que j'ai étudié de rétrotransposition des éléments line 1 pour essayer de comprendre la dynamique et l'implication de ce mécanisme dans la variabilité de notre génome. Donc rapidement, le mécanisme de rétrotransposition est décrit sur cette diapositive. Vous avez un élément pleine longueur L1 qui fait à peu près 6 kb, qui code pour deux protéines, ORF1 et ORF2. Et ces protéines vont être nécessaires pour le mécanisme d'amplification. Donc L1 est transcrit en ARN, cet ARN va dans le cytoplasme où il va être traduit, et les protéines qui en découlent vont se lier de façon préférentielle à leur propre ARN par un mécanisme appelé cis-préférence. Et ce complexe ribonucléoprotéique doit intégrer le génome, le noyau, pour produire une nouvelle intégration par un mécanisme dont l'acronyme est TPRT pour Target Prime Reverse Transcription, c'est-à-dire que l'initiation de la reverse transcription se fait au site même de l'insertion. En fait, le domaine endonucléase de ORF2 va reconnaître une séquence dont le consensus est 4T suivi de 2A et va couper entre les T et le A. Ainsi, l'extrémité poly-T du site d'insertion va s'appareiller avec l'extrémité poly de l'ARN de L1 pour initier la synthèse du premier brin d'ARN. Donc, toutes ces études, je les ai faites pendant mon postdoc et au début de mon arrivée en France pour essayer de définir bien ce mécanisme. Par la suite, la suite du mécanisme est un peu moins connue. On sait qu'il y a une deuxième coupure du site cible de façon non spécifique d'un point de vue séquence, mais qui a généralement lieu en aval de la coupure du premier brin, qui va permettre de générer en fait les duplications de site cible. Je vais en revenir dans peu de temps. Et ensuite, il y a la synthèse aussi du second brin complémentaire pour finaliser l'insertion. En fait, à l'issue d'un événement de rétrotransposition, d'un cycle de rétrotransposition, on aboutit à une nouvelle copie qui est en général tronquée en 5' avec une queue polyallélée et flanquée de chaque côté de l'insertion de duplication de site cible. Cette duplication de site cible en fait sert de signature au mécanisme de rétrotransposition. On s'est aperçu aussi au cours de nos études que l'élément L1 pouvait, malgré la cis-préférence, mobiliser des ARN cellulaires pour les intégrer de novo dans le génome et former ainsi ce qu'on appelle des rétropseudomènes. Ces rétropseudomènes sont, un, dépourvus d'introns et deux, sont encore et toujours flanqués de duplication de signature de la mobilisation par rétrotransposition. Au début des années 2000, un chercheur russe avait observé en fait une structure un peu particulière des insertions de L1. Elles étaient donc tronquées en 5' de façon variable, une queue polia et la duplication du site cible identifiée par les flèches noires à chaque extrémité. Mais entre L1 et l'extrémité la duplication de site cible 5' se trouvait une séquence de l'ARN du gène U6, U6 sRNA, et il avait identifié en fait plusieurs de ces copies. Et en fait, c'était un phénomène qui pouvait expliquer une nouvelle forme de transcomplémentation, c'est-à-dire de recrutement d'ARN cellulaire pour faire des rétrotranscriptions, qui nécessitait en fait un saut de matrice, comme c'est écrit sur la droite ici. Donc, initiation de la reverse transcription à partir d'un ARN de L1, et au cours de la reverse transcription, un saut de l'ARN de L1 vers un ARN de U6 pour former ce qu'on appelle les chimères U6L1, encore une fois flanquées de duplication de cible, signature de la rétrotransposition. Juste une petite parenthèse pour dire que U6 snRNA
est un des petits ARN fondamentaux pour l'épissage. Il existe 5 petits ARN impliqués dans le mécanisme d'épissage, U1, U2, U4, U5, U6, et U6 est le seul parmi ces 5-là à être transcrit par une ARN polymérase 3, les autres étant ARN polymérase 2, ce qui pourrait expliquer qu'en fait, dans ce type de mécanisme, on ne trouve que des U6 associés à L1 et pas les autres. Donc, de mon côté, en fait, après les travaux, ou en même temps que les travaux étaient faits en Russie, j'ai pu, de façon expérimentale, reproduire la formation in cellulo de ces chimères U6L1 et j'ai pu vérifier effectivement le fait aléatoire de la concature de L1 et de la jonction entre U6 et L1. Donc, la question que je me suis posée, c'était est-ce que déjà je pouvais retrouver l'ensemble de ces structures chimériques dans le génome humain pour plus tard essayer d'étudier si ce phénomène est spécifique à L1, si on le retrouve dans tous les génomes mammifères ou dans les génomes au-delà des mammifères. Donc, j'ai fait un blast tout simple de U6. On trouve qu'il y a dans le génome humain à peu près 900 copies de U6, plus ou moins anciennes, et je me suis concentré à étudier seulement les 36 séquences qui étaient les plus conservées, c'est-à-dire avec 97,5% d'identité avec le gène d'origine. Et j'ai classé mes 36 copies en fonction de la structure génétique avoisinante. Et donc, j'ai trouvé les 4 gènes connus qui sont impliqués dans la production de ARN pour le message, mais une deuxième catégorie d'ADN de U6 chimère avec L1, décrit dans le groupe 4 ici, avec des zones variables entre la jonction L1 et SN, mais j'ai observé aussi 2 autres structures, des structures avec U6 poly-A flanquées de duplication de type, pardon, ici la groupe 2, et des structures U6 tronquées en 3' flanquées de duplication de type. Donc, l'ensemble de ces 3 groupes observés, en fait, sont le fruit de rétrotransposition. Je n'irai pas dans les détails, c'est des mécanismes au cours de la rétrotransposition où le recrutement se fait à différentes étapes, en fait, au cours de l'ARN. Donc, on a pu observer donc, les différentes structures de U6 dans les génomes. La prochaine question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on pourrait étendre cette analyse à l'ensemble des génomes mammifères pour savoir si ces structures de différents groupes de pseudogènes pouvaient être retrouvées partout. Donc, j'ai posé sur papier et j'ai pris mon smartphone pour faire une photo, de savoir si un petit programme bioinformatique assez simple pourrait me permettre de faire passer l'ensemble de ces séquences de façon rapide. Donc, on fait un blast avec HSP. Je cherche dans un premier temps si il y a des duplications de cette cible. Si oui, c'est le premier groupe. Si je trouve une queue poly-A entre les duplications de cette cible, c'est un deuxième groupe. Si je trouve une séquence répétée, une poly-A entre les duplications de cette cible, c'est le troisième groupe, etc. Et en fait, très rapidement, je me suis dit, attention, il y a des petits critères qu'il va falloir intégrer. C'est est-ce que le hit peut rester différent ou identique à la position de départ 1 de U6 jusqu'à 107 de la fin de U6. Donc, n'étant pas bioinformaticien, je suis allé trouver des vrais bioinformaticiens, notamment Gaëtan Droc au CIRAD et Anthony Moureux dans le groupe, pour essayer de développer un peu ce que j'avais fait sur papier, mais très rapidement, on s'est aperçu que au fur et à mesure de la construction de ce petit programme, il fallait remettre un peu en ordre l'ensemble de mon arbre décisionnel, d'algorithme en fait, et un truc assez simple au départ, qui me paraissait en tout cas assez simple au départ, s'est retrouvé quelque chose d'un peu plus complexe avec les différentes conditions qui représentent en fait que l'on observe réellement dans le génome. Et donc, je ne vais pas aller dans le détail de tout ça, mais à chaque fois, en fait, c'est de la capacité de classer mes séquences U6 dans les différents groupes identifiés et caractérisés. Donc, on a abouti à faire notre petit programme. Et donc, ça, c'est l'interface web de notre petit programme qui s'appelle ProRNA-Scan. Donc, on peut… alors, pour l'instant, il n'est plus en utilisation publique, parce qu'on est en train de faire des modifications, mais en gros, cette interface permettrait de chercher dans les génomes votre séquence préférée. Alors, c'est fait pour des petites séquences de quelques centaines de paires de bases. Ce n'est pas intéressant pour des séquences qui font des KB.
Ensuite, on l'a cherché dans notre génome favori. L'objectif, c'est de faire l'ensemble des génomes mammifères, pour mon cas. On a quelques paramètres que l'on peut intégrer, notamment l'identité de séquences que l'on recherche, ici 97,5%, la taille des duplications susceptibles, minimum, et la taille minimum de molécules de séquences que l'on peut avoir entre notre séquence d'intérêt et le génome. Après, il y a d'autres paramètres, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, pour mes résultats, en comparant 40 génomes mammifères et d'autres génomes juste extérieurs au groupe des mammifères, notamment les monotrèmes, les reptiles et les oiseaux, on s'est aperçu, si on suit le fil bleu, qu'effectivement, dans tous ces génomes, il y a une implication de l'ARN U6 pour la formation des pseudogènes, que ceux-ci peuvent être regroupés dans les différents groupes de rétrotransposition. Et ce dont est la première chose qu'on s'est aperçu quand on sort des mammifères, c'est qu'il n'y a pas que le L1 qui est capable de mobiliser ces petits ARN, mais d'autres rétrotransposants de type line et qui appartiennent à des groupes phylogénétiques différents de L1. Donc, c'est une propriété sans doute intrinsèque à ces rétrotranspositions d'être capable de mobiliser d'autres ARN, notamment les petits ARN. Ensuite, deuxième observation, c'est que tous les groupes sont représentés chez les mammifères, mais de façon variable ou différente. En tout cas, la proportion de chacun des groupes est différente en fonction des génomes. Et la question que je me suis posée, c'était est-ce qu'il pouvait y avoir une certaine homologie de représentation de ces différents groupes au sein de groupes phylogéniques. Donc, il a fallu étendre un peu parce que 40 génomes ne suffisaient pas. Et donc, je suis passé à l'étape de 150 génomes mammifères. Et là, on commence à observer à avoir de nouvelles réponses. Par exemple, si on prend les génomes de carnivores ici, on constate qu'un groupe semble être majoritaire, c'est la forme 3' tronquée de nos ARN U6 dans le génome. Et donc, on peut peut-être voir s'il y a une évolution de la capacité de mobiliser les ARN, ou en tout cas de certains types d'un certain mécanisme de mobilisation des petits ARN en fonction des groupes phylogénétiques chez les mammifères. Pour aller un peu plus dans le détail, il y avait, sur la gauche, un génome qui me paraissait assez surprenant, c'est chez les Afrotheria. C'était le génome de l'Elephantus edwardii, qui est une espèce de petite... c'est un petit mammifère, donc, qui a une petite trompette, mais qui ressemble un peu à la musaraigne, en tout cas qui a la taille de la musaraigne. Et ici, on le voit, ici représenté ici, c'est celui qui présentait le grand nombre de copies globales dans son génome de U6, mais aussi qui montrait aussi le plus grand nombre de séquences U6 très récentes, donc reflétant vraisemblablement une dynamique de rétrotransposition récente, et avec énormément aussi de copies associées à des séquences répétées, ici à peu près 400. Donc, j'ai voulu aller caractériser de façon un peu plus approfondie ces séquences-là. Donc ici, c'est la sortie, en fait, quand on utilise notre petit programme pour RNA-scan. Voilà la sortie. On a fait notre blast de l'Elephantus edwardii qui vient des bases de données de l'NCBI. On trouve à peu près 5000 copies de U6 dans le génome, dont 183 qui ont une identité supérieure à 97,5% et au moins 26 paires de base d'identité. Rapidement, on peut analyser qu'en fait, 972 de ces séquences, à peu près 10%, c'est lié à la qualité d'assemblage du génome, parce que certaines copies se trouvent à des jonctions de cosmides, et donc c'est difficile de caractériser les régions flanquantes réellement, et donc d'attribuer la séquence à un groupe. Parmi ces 972 séquences, il y a 7 qui correspondraient à des gènes, dont 2 au moins ont été validés, enfin j'ai pu valider comme étant des gènes précurseurs de la production du cNRNA. Près de 400 polyadénylés, près de 160 juste tronqués avec des duplications tronquées en 3', et la vaste majorité de ces séquences-là possèdent des duplications de cystites, donc vraiment possèdent la signature de rétrotransposition. Donc ce sont bien des copies qui ont été mobilisées par le mécanisme de rétrotransposition, vraisemblablement par un élément line, que j'ai voulu essayer d'identifier dans ces derniers groupes, qui sont les U6 associés à des séquences répétées. Donc, Elephantulus, c'est un génome assez éloigné de l'homme,
et assez éloigné de tout autre génome qui avait été séquencé et pour lesquels une première étude avait été faite pour identifier les séquences répétées. En fait, le génome le plus proche, c'est l'éléphant. Mais c'est comme si on comparait l'homme et la souris. En gros, il y a très peu de séquences répétées qui sont communes. En fait, il n'y en a quasiment aucune. Et donc, quand j'essayais d'identifier ces séquences répétées, je n'avais aucun résultat, si ce n'est qu'elles étaient hautement répétées dans le génome de Elephantulus, sans avoir une définition très précise. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est de savoir si j'alignais entre elles ces séquences flanquantes de U6 pour avoir si j'avais quelque chose qui pouvait être regroupé. Et en effet, à peu près 300 séquences d'entre elles s'alignaient très bien et en fait avait même quelque chose de surprenant, la même jonction entre cette séquence répétée et U6. Ce que je n'attendais pas si c'était la formation d'un chimère L1U6. Donc j'ai pris ces séquences qui avaient la même taille, la même jonction, et en fait, ça m'a permis de caractériser un nouvel élément de type sign qui est structuré ainsi avec une extrémité sign prime U6, tout son U6, et une extrémité 3' d'environ 110 paires de bases et qui est unique au génome d'Elephantulus et qui constitue en fait la spécificité de ces éléments sign. Ici à droite, c'est une analyse phylogénétique assez rapide de ces 300 séquences qui montre en fait qu'on aurait vraisemblablement deux séquences, ou en tout cas deux groupes de séquences maîtresses qui ont été responsables de l'amplification de l'ensemble de ces quatre copies et qui sont effectivement elles aussi assez récentes vu que les branches sont excessivement courtes, voire inexistence entre les différentes copies. Donc, petite parenthèse finie pour ce nouvel élément side. Il m'en restait néanmoins d'autres à caractériser, donc à peu près 140. Parmi celles-ci, une soixantaine étaient représentées 2 ou 3 fois maximum dans le génome, donc ce qui semblait caractéristique de rétropseudomènes. Et en effet, en analysant une à une toute séquence, j'ai pu identifier le gène qui était à l'origine de la formation de ce chimère U6 rétropseudogène. Il m'en restait donc encore 74 qui, elles, étaient hautement répétées dans le génome, mais sans avoir de définition particulière. Et là, il a fallu utiliser des logiciels, enfin des programmes qui existent en libre accès qui permettent d'annoter des nouveaux des séquences. Et donc ça, je remercie Quentin Bouvier qui a fait son stage en humain avec moi l'année dernière pour essayer de trouver le meilleur outil qui nous permettrait de caractériser et annoter ces nouvelles séquences. Et on a utilisé, en fait, le plus utile, c'est Repeat Modeler, même si ceux qui l'utilisent de façon routinière, entre guillemets, nous déconseillent d'utiliser parce qu'en fait, c'est ce qui est indiqué sur ces diapos, les schémas, il est très peu fiable si on l'utilise de façon assez brute. En fait, ici, c'est après une première sortie, une analyse assez simple de Repeat Modeler. On a les catégories des différentes classes d'éléments mobiles, des couleurs. Et en fait, il faut faire une curation, réannoter le génome pour refaire une analyse et on voit la différence d'efficacité après une grosse annotation pour la qualité. Et en fait, il semblerait que, d'après David Ray qui fait ces travaux, il faut à peu près 1 an pour arriver de cette étape-là à cette étape-là. Et d'autant plus que si on a un génome qui n'est pas du tout connu et qui est, comme ici, un papillon, on se retrouve plutôt avec une différence très notable entre le premier résultat et après raffinement, où même là, il faut effectivement caractériser de nouveaux éléments, un peu comme ce que j'avais fait pour les Fantulus edwardi. Malgré tout, j'ai utilisé ce Butler avec Quentin et on a obtenu un premier résultat avec 822 familles d'éléments mobiles. Mais lorsque j'ai voulu comparer mes séquences répétées associées à U6 avec ces familles, je me suis retrouvé essentiellement avec des familles de séquences répétées non définies. Donc, je n'étais pas vraiment très avancé et pour la caractérisation d'un nouvel élément online. Donc, ce que j'ai fait, j'ai retrouvé ces éléments, je les ai fait un peu à l'ancienne. C'est-à-dire que j'ai pris mes 200 paires de bases communes à une quarantaine de séquences répétées associées à U6 et par implémentation, en augmentant progressivement ma séquence 200 paires de bases par 200 paires de bases côté 5', j'ai pu reconstruire en fait
un élément line pleine longueur d'environ 6145 paires de bases. Et lorsque je compare mon consensus que j'ai recréé avec le résultat de Repeat Modeler, en fait, cet élément peut être trouvé. Pour reconstituer mon élément, il me faut en fait 32 familles de ce résultat-là pour faire mon consensus. Donc, conclusion, ça marche parce que c'est prestigieux et compliqué. Mais à la fin de mon analyse d'Elephanteus, je peux identifier un nouvel élément sign et un nouvel élément de type line chez Elephanteus. Bon, maintenant, la question évolutive est en fait la relation entre les éléments line et les U6, c'est de savoir s'il y avait effectivement une certaine homogénéité entre les différents groupes phylogéniques des mammifères. Et donc là, je fais un petit zoom chez les carnivores qui effectivement semblent avoir une préférence pour les tronqués et chez les 7 artiodactyles, une préférence pour des jonctions, d'aider de recrutement et la formation de chimères. Une petite remarque qui m'a fait un peu sourire, c'est que effectivement, enfin sourire, et à la fois m'a permis de vérifier que mon analyse était quelque part utile, parce que en regardant le génome de panda, c'est un peu l'exception des carnivores. Et en fait, le génome du panda avait abouti à la publication d'un papier qui avait remarqué qu'en fait, l'activité de rétrotransposition de L1 chez panda était vraisemblablement éteinte assez récemment. Et donc, ça me permet de valider que mon outil et l'utilisation de U6 pour étudier l'activité, la dynamique de rétrotransposition récente dans un génome fonctionne. Et deuxième point qui m'a fait un peu sourire, c'est que, de façon un peu surprenante, c'est que ce fameux panda, c'est quand même le seul carnivore qui soit devenu complètement végétarien. Et donc, il ne faut pas aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément une relation de causalité entre le fait qu'il soit végétarien et la perte d'activité de l'élément N1. Mais bon, j'ai trouvé ça assez original. Donc, par la suite, chez les primates, en fait, on voit une très belle homologie. Enfin, c'est assez homogène en fonction des différents génomes des primates. L'avantage des primates, c'est qu'il y a beaucoup de génomes dans une histoire évolutive assez restreinte. Parce que si on la compare avec les rongeurs, là, c'est beaucoup plus disparate, mais le fait est que chez les rongeurs, il y a beaucoup plus de génomes et on a, enfin, beaucoup plus d'espèces qui existent, mais on a très peu de génomes étroitement liés. Donc, il est encore assez difficile de faire des interprétations. Dernier point sur l'ensemble de cette analyse, c'est que je n'ai pas fait encore d'études statistiques réelles pour savoir si mes observations à première vue étaient raisonnables d'un point de vue statistique. Donc, dans le futur, ce que j'aimerais faire, ce qui pourrait être fait, c'est d'utiliser encore cet outil pour faire étudier l'histoire évolutive du rétrotransposon L1 chez l'ensemble des mammifères. Bon, ça va nécessiter l'utilisation de Repeat Modeler ou bien de répète, parce qu'en fait, il semblerait que, enfin, même si répète est beaucoup plus compliqué à mettre en place, il serait vraisemblablement beaucoup plus utile pour la curation et la caractérisation définitive de nouveaux éléments mobiles dans les différents génomes. Et donc, l'analyse de cette histoire évolutive de L1 me permettrait de faire une corrélation, sans doute, avec la capacité de ces éléments L1 à recruter des petits ARN et à quelle étape de la transposition ce recrutement se fait. Voilà, donc l'évolution de L1 corrélée aux différentes vagues d'amplification chez les différents génomes mammifères. L'autre point qui pourrait être fait, et c'est l'histoire évolutive de L1 est vraisemblablement étroitement liée à l'histoire évolutive du génome dans lequel il se trouve, et donc étudier potentiellement aussi l'histoire évolutive des gènes ou des protéines qui participeraient aux mécanismes de rétrotransposition, et notamment en particulier aux protéines qui participeraient à la formation de ces chimères du UCCL1. Un papier récent, en fait, propose que le mécanisme pour la genèse de ces chimères ne serait pas lié à un saut de matrice d'un ARN à un autre, mais serait ici de la capacité d'une RNA ligase à lier les petits ARN, notamment U6,
à une extrémité 5' de l'élément L1 pour produire un transcrit chimérique et qui, lui, est recruté pour la formation. Voilà, je ne vais pas aller plus dans le détail, si ce n'est que une autre partie de mon travail consiste en fait à étudier la dynamique d'activité transcriptionnelle des rétrotranspositions dans le génome humain et notamment de résoudre en fait la complexité de cette étude-là, parce que lorsqu'on a des transcriptomes, alors ici au centre c'est les rides issues d'un transcriptome, comment on peut attribuer de façon sûre ces rides-là à des séquences répétées, c'est le problème, parce qu'on peut, comme montré en haut à gauche, se tromper de séquences à qui on attribue nos rides. S'il n'y en a qu'une qui s'exprime, on peut l'attribuer à une autre. Et donc, pour l'instant, on fait un espèce de moyen-âge qui diminue en fait la responsabilité ou en tout cas le rôle de certaines copies par rapport à d'autres. Le problème aussi, c'est le génome de référence. Lorsqu'on attribue un RID à une séquence, il faut qu'elle soit dans notre génome de référence. Et en fait, nous sommes tous différents dans notre pool de séquences répétées. Et troisième problème, entre autres, c'est que ces rides peuvent attribuer et il faut aussi déterminer, savoir si c'est spécifique à un transcrit ou issu de L1 en tant que tel, ou si ça appartient en fait à un transcrit beaucoup plus long et qui ne serait pas donc spécifique d'une activité de rétrotransposition. Voilà, donc ça, ces travaux, on les mène aussi en parallèle, et notamment un des membres de votre Master 2 viendra prochainement dans l'équipe pour mettre au point des analyses de camères qui nous permettraient de faciliter l'attribution notamment de rides à des séquences en particulier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Il y a toute l'équipe, mais j'ai déjà présenté, et puis Gaëtan Brock qui m'a aidé au début pour l'outil bioinformatique pour NSK. Merci.